Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Yuna Chifolo, je suis chercheure à INRAE en socio-économie. Merci Philippe pour cette présentation qui est toujours c'est toujours très intéressant. Je me posais la question quand tu présentes des chiffres au départ d'importation-exportation, en fait, à la fois on le sait et en même temps, enfin, est-ce que vous avez collecté des données sur les prix moyens? Parce qu'ils expliquent beaucoup de choses au sens où Mm. on importe des lentilles bio du Canada 3 fois moins cher que les lentilles bio qu'on produit en France. Et c'est là tout le problème. Donc, est-ce que vous les avez collectés, les prix moyens Mm. des données Mm. importées, exportées et produites en France? Merci, bonjour Yuna. Non, 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 on n'a pas fait ça. Moi, le travail qui m'a pris quand même beaucoup de temps, voire plusieurs années, et je suis content d'avoir réussi à produire un document, c'était vraiment de raisonner en surface. Mhm. euh, donc plutôt pour mesurer l'importance qu'avaient nos importations, parce que contrairement aux euros, les surfaces, on voit un peu mieux ce que ça génère aussi en termes d'impact Mhm. et de l'importance que ça a, quoi. Euh, donc les raisons, bien entendu, il y a des raisons qui font qu'on exporte autant et qu'on importe autant. C'est-à-dire que c'est propre au commerce mondial. C'est-à-dire qu'on va là où c'est le moins cher à produire et on exporte là où on est les meilleurs, quoi, au prix d'une casse sociale et environnementale. Donc forcément, cette situation fait que si les produits sont moins chers ailleurs, que ça soit pour les produire, voire pour les transformer, euh, bon, ça pose des questions de comment on va s'organiser en France, quoi. Mhm. Donc, c'est la question de la souveraineté et comment on va s'organiser pour ça. La lentille est un bon exemple, mais par exemple, pour le blé dur, c'est plus le fait qu'on manque d'entreprises de transformation pour faire des pâtes en France que le fait que le blé dur est produit à un coût supérieur en France, quoi. Mais toutes ces raisons qui expliquent l'importance de ces flux et qui sont toujours croissants, on ne les a pas travaillées, quoi. Donc, et forcément, et c'est valable pour les légumes, quoi, vu la quantité de légumes qu'on importe du Maroc et d'Espagne, euh, la question c'est comment on va s'organiser pour redéployer en France, quoi. Donc forcément, le volet économique, à court terme, il est fondamental, quoi. C'est-à-dire que nous, on trace un scénario à 30 ans en se sortant des contraintes économiques et plutôt en parlant de contraintes des limites physiques de la planète. Donc après, c'est comment on adapte l'économie à ça. Donc ça veut dire, je ne sais pas moi, les clauses miroirs, euh, la préférence au niveau de la restauration collective. Mais j'ai vu que l'ancienne Assemblée avait voté contre majoritairement contre le fait de consommer la viande française dans la restauration collective, ce qui est quand même incroyable. Donc je pense qu'on a quand même des outils aujourd'hui pour pallier à une partie de ce libéralisme, mais qui ne va pas être facile, quoi. Voilà. Mais donc la réponse est non, on n'a pas travaillé ça. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas tout faire. Enfin, c'est justement intéressant qu'on croise ce que vous avez fait avec les infos qu'on peut avoir sur les flux et les motivations derrière les flux. J'embraye parce que j'avais une autre question, Laurence, je me permets. Oui, oui, vas-y, j'ai En écouté. fait, alors, et la conclusion, elle est vraiment très intéressante. Enfin, dans le projet Divine Food qu'on a, qui est le projet européen, on est vraiment sur cette idée de scénario de contrôle collectif des ressources génétiques et de la sélection, peut-être avec des expérimentations régionales, en impliquant des citoyens, donc vraiment en ouvrant la gouvernance. Donc, c'est vraiment, en tout cas, un projet sur lequel, sans doute, enfin, on va essayer de faire quelque chose. Dominique est impliqué évidemment, Dominique Desclos. Mais voilà, nous, c'est sûr qu'on voit que y compris ces cultures mineures ou ces autres variétés, sont un des leviers, c'est en effet, tu l'as dit, l'accroche avec les chefs, les filières locales, les circuits courts. Et du coup, si on revient à des races mixtes qui sont à la fois lait, à la fois viande, on peut risquer de perdre le goût, la typicité, autant sur ou la valeur nutritionnelle, dont on sait que c'est un levier pour justement activer des circuits courts des filières locales. Donc, il y a un risque aussi peut-être de louper l'accroche et le développement filière, en fait, derrière.
C'est plus Ouais. une réflexion pour les généticiens, enfin Hmm. aussi pour ceux qui font la sélection, mais est-ce qu'on va pouvoir tenir toutes ces ambitions à la fois? Ça peut être... Et sur le cas des races mixtes, il y a Sophie Ratier aussi, ouais, qui c'était un peu du même ordre d'idée, peut-être Sophie, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Et Je Philippe suis à la, réagira après. je suis à la Chambre d'agriculture du Grand Est. Ma question sur les races, elle était plutôt pas forcément sur la filière, mais effectivement, c'est une bonne question aussi de l'aspect filière qui est très attaché aux races à viande. Ma question, elle concernait plutôt l'équilibre entre production de viande et production de lait. Je me demandais si finalement, de conserver uniquement des races spécialisées laitières qui ont aussi des sous-produits ou coproduits viande à travers les réformes, les bœufs, enfin tous les mâles issus du troupeau laitier. Est-ce que ces races spécialisées lait ne suffiraient pas à produire le lait et la viande pour les consommateurs de demain en réduisant beaucoup les races à viande qui, elles, ne produisent que de la viande. En fait, c'était plutôt une réflexion sur le choix, pourquoi le choix des races mixtes qui produisent beaucoup moins de lait qu'une race laitière, hein, et qui produisent aussi quand même pas mal de viande. Voilà, c'est un peu une question sur pourquoi race mixte et pas forcément uniquement race laitière. Alors, je peux essayer de répondre. Euh, bon, on fait quand même le pari, faut être ambitieux quand même en ce moment, de la qualité, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de produire. Parce qu'on pourrait, dans ce cas-là, on tient un raisonnement pour le poulet, quoi. Autant faire du poulet à 35 jours, ça va consommer moins de céréales, voilà, plus d'antibiotiques, moins de goût. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Donc, l'idée est. C'est vrai que si on prend la limousine, nous, on travaille avec l'entreprise Beauvalet, qui est un peu leader dans la viande de qualité limousine, quoi. Euh, Se priver d'une viande de qualité, ça ne me paraît pas la bonne solution, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme sur le fromage, quoi, entre un comté, un vieux comté et un emmental de Bretagne, il n'y a pas photo, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment. Donc, cette qualité va se payer. Elle se paye en termes euh, d'indice de consommation, hein. Je veux dire, voilà, faut plus de céréales pour faire un poulet à 80 jours qu'à 35 jours. Voilà, elle se paye en prix, hein. Voilà, les produits de qualité, label rouge, AOP, bio, tout ça sont quand même plus chers. Voilà, donc c'est là qu'il y a, et quand on voit la situation politique actuelle, c'est là qu'il faut vraiment poser des questions sur le pouvoir d'achat, sur les leviers qu'on peut avoir. Donc, bien entendu, il y a la piste de la sécurité sociale alimentaire, il y a la piste de la Restauco, où les collectivités locales peuvent faire des péréquations selon les revenus, etc. Donc, forcément, un tel scénario de transition ne peut être que systémique. Et même si la génétique est un enjeu majeur, on est obligé d'avoir des économistes, de voir comment on va mettre en place tout ça. Parce que la configuration qu'on a aujourd'hui, qui va à l'opposé de ce qu'on veut, parce que globalement, bon, même si les circuits courts, la Restoco, ça, les PAT se développent un peu, je veux dire, les autres systèmes ne se sont pas effondrés, hein. Ils continuent à prospérer, quoi. Le porc ne s'est jamais porté aussi bien, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc il faut. L'idée, c'est vraiment de miser la qualité et de voir comment on adapte les politiques publiques et comment on sensibilise les consommateurs pour éventuellement mettre un peu plus de moyens. Donc, avec Emmanuel, qu'on a travaillé sur Bionutrinet, bon, le coût, la différence de coût alimentaire journalier entre les bio et les conventionnels, malgré le fait que les bio consommaient plus végétal, était quand même de 1,70 € parce que voilà, les légumes coûtent plus cher aussi. Enfin, donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on voulait un régime de qualité, il faudrait au minimum mettre 2 € de plus par jour. Alors 2 € de plus par jour, ça fait 60 € par mois, par personne. Je dirais que pour 70% de la population, ça ne me paraît pas être un problème. Donc c'est vraiment un choix de société, d'où le livre que j'ai écrit, Le pouvoir de notre assiette. Après, pour 30% de la population, 60 €, c'est peut-être beaucoup. Et là, il faut vraiment qu'on ait des politiques publiques adaptées pour accompagner ça. Mais c'est valable pour l'alimentation comme c'est valable pour l'essence ou d'autres biens, hein. Quand les gens ont plus assez de revenus, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on fait passer à la trappe, quoi. Voilà.
Merci Philippe. Et juste, donc, il y a eu des remarques dans le chat d'Alain Charcosset qui nous précise que une jeune vache normande de réforme peut être la meilleure viande qu'on peut espérer, Dixit, le responsable des viandes à Rungis, et Sophie Ratier valide aussi de ce qu'elle a pu entendre. Mais évidemment, ça sous-entend une vache bien finie. Je pense aussi, là, moi, je connais plutôt le pain que la viande, mais il y a l'aspect transfo qui joue certainement aussi. La transfo, je veux dire maturation, quoi. Je propose comme les questions s'allongent là, je vais les prendre plutôt dans l'ordre. Donc il y avait Françoise Médal et puis Servan et Alain Charcosset. On reviendra à vos questions. Donc Françoise. Oui, bonjour, Françoise Médal, directrice de recherche INRAE, récemment à la retraite. Et mon domaine de compétence, c'était la nutrition des poissons. Donc, c'est pour ça que j'ai réagi sur ce que vous avez dit sur la consommation de poissons. Vous dites que dans le scénario, vous avez prévu une réduction drastique de la consommation. Donc, d'une part, enfin, j'ai pas compris la raison pour laquelle vous aviez fait cette hypothèse dans la mesure où l'empreinte surface est quasi pas nulle, mais en tout cas très faible, d'après les données que vous avez présentées. Et est-ce que vous avez évalué aussi l'impact en termes de santé publique, dans la mesure où la consommation de poissons, c'est une source quasi exclusive d'apport en oméga 3 longue chaîne? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Je n'ai pas développé. Donc forcément, c'est une question avec laquelle on travaille beaucoup avec Emmanuel Casguillot parce que, comme vous l'avez dit, les poissons, c'est oméga 3 et notamment DHA et enfin, les deux, voilà, qu'on ne trouve que dans les poissons et les algues. Mais là, la raison pour laquelle on réduit le poisson, c'est pas parce que le poisson n'est pas bon, puisque tous les nutritionnistes le mettent en avant, quoi. Dans le PNNS, il y a consommer 2 poissons par semaine, quoi. Donc c'est vraiment une protéine de qualité, tout ce qu'on veut, sauf que euh, on en consomme 50% de plus que la moyenne mondiale. Donc ça veut dire que si on continue à consommer du poisson à ce moment-là en France, c'est autant de poissons que d'autres populations sur la planète n'auront pas. Et que donc nous, dans notre scénario, on a intégré finalement une répartition équitable de cette ressource mondiale. Et c'est pour cette raison-là, et pas pour des raisons de santé publique, que l'on réduit Oui, la mais ça aura des consommation. conséquences en termes de santé publique. Et Oui, je suis mais étonnée de vos chiffres, on est je très suis bien loin d'accord. Je suis bien d'accord, mais en France, mais quid des autres pays, quoi? Parce que on n'y est déjà pas. Je suis bien d'accord avec vous, hein, malgré la quantité de poissons qu'on consomme, et on en consomme beaucoup plus que la moyenne mondiale, hein. On est à 30 kilos par an, alors que la moyenne mondiale est à 20 kilos. essentiellement Et issu de la pêche, en France. essentiellement, enfin, le saumon, c'est quand même pas négligeable. Euh, et que le problème, c'est que même avec ça, on n'est pas au niveau des recommandations, mais la population mondiale, elle est largement en dessous, quoi. Donc, en fait, c'est comme si on avait une quantité finie de DHA et DLA et que comment on la répartit sur la planète, quoi. Et aujourd'hui, on va dire que les Français sont ceux qui en bénéficient le plus. Et nous, dans le scénario, on ne trouve pas ça normal. Et donc, on baisse pour que les populations africaines, notamment de l'Est et de l'Ouest, aient un meilleur accès aux poissons. Voilà, c'est la raison, hein. C'est pas une raison de. Donc on est vraiment là, on a une impasse. On a une impasse si on intègre une répartition mondiale de cette ressource mondiale. Si, bien entendu, on, a- on- on importe massivement ce dont on a besoin, ce qu'on fait aujourd'hui, voilà. Donc la question, elle est là. Et pour ça que nous, on a pris cette décision-là, mais on a un problème sur les oméga 3. Donc, soit il faut voir avec les algues. Enfin, on n'a pas beaucoup de solutions, quoi. J'avais une autre question très terre à terre. Les données que vous avez présentées de comparaison de consommation bio non conventionnelle, elles datent, donc c'est la publi d'Emmanuel. Ouais, La publi, elle est sortie en 2013, donc il y a plus de 10 ans, et je me tout à demandais fait. s'il y avait des données Alors, équivalentes plus récentes. ouais. Alors, on va en avoir puisque ce projet Bionutrinet qui s'est terminé
depuis 2 ans et se poursuit avec un autre programme qui s'appelle Transfood, programme ANR, et que là, il y a eu un nouveau questionnaire qui a été lancé. Donc, je pense que on aura prochainement un nouvel état de la consommation et de voir comment elle va évoluer, quoi. Sachant que dans Transfood, l'idée est de faire, d'imaginer des nouveaux régimes, quoi. C'est-à-dire que Bionutrinet, on était sur la description d'un régime à un instant T auprès d'un échantillon de 30 000 personnes. Il y avait une précédente enquête là, dont est issu le graphique qui portait sur 60 000 personnes. Là, on va essayer chaque régime de le faire évoluer vers enfin, de l'optimiser, quoi. Voilà. Donc prochainement, il devrait y avoir des nouvelles données, quoi. Mais Ok. elles ne sont pas sorties aujourd'hui, quoi. Et le Merci. problème, c'est que dans l'enquête 1K3, on n'isole pas le bio, donc il n'y a vraiment que cette enquête Bionutrinet, je pense, qui permettent d'avoir des données sur l'alimentation. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et donc, ouais, je pense que le sujet est passionnant hein, de voir aussi l'influence, en quoi la sélection des espèces végétales et animales peut influencer l'évolution et la transition des régimes alimentaires. Alors, on avait des questions d'Alain Charcosset. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je trouve ça vraiment passionnant. J'ai 2 questions. Il y en a une qui est spécifique, mais qui, j'espère, a valeur d'exemple. C'est sur le cas dont vous avez parlé du maïs réorienté vers l'alimentation humaine. Donc, en l'occurrence, par exemple, la polenta. Bon, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Je trouve que sur des dossiers comme ça, des fois, on a du mal à évaluer quel est le potentiel en termes de marché, en termes de surface agricole qui pourrait être consacrée à ce type de diversification. Et je me demandais si vous l'avez abordé dans vos études ou s'il y a des moyens un petit peu de pronostiquer des potentiels voilà, pour ce type de production. Alors, on n'a pas trop travaillé la question, mais comme je siège dans une fondation, la fondation Olga, où on a fait passer des dossiers de l'INRAE, notamment à la fois sur le sarrasin et le millet, sur comment trouver comment dire, des plats pour faire que les gens en consomment. Et là, il y a à peine 15 jours, un autre dossier qui était sur la fermentation, pareil, du millet, du quinoa et du sarrasin, pour avoir des nouveaux produits fermentés. En fait, on voit bien qu'on a un certain nombre de produits qui ne sont pas dans notre sphère traditionnelle culinaire. Bon, le maïs, il est peut-être un petit peu au Pays Basque, mais sorti du Pays Basque, bon, après, il y a pas forcément grand-chose, peut-être un peu aussi du côté de Nice et encore. Donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu clairement, c'est que si on ne travaille pas sur comment dire, un accompagnement, une sensibilisation de ces nouveaux produits dans notre cuisine traditionnelle française, ça ne développe pas. Moi, je sais que j'avais acheté de la farine, elle est restée 6 mois au frigidaire, quoi, parce que, en fait, on n'a pas le réflexe de l'utiliser, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un élément clé. Si on veut développer, on va dire, ces cultures mineures, il faut vraiment qu'on les accompagne fortement. Alors, je ne sais pas comment il va falloir s'y prendre, mais c'est valable aussi pour les algues, hein. C'est-à-dire, développer les algues serait stratégique aussi en France, hein, notamment pour revenir aux oméga 3. Mais qui consomme des algues aujourd'hui, quoi? Pratiquement personne, quoi. Donc, je pense que dans un scénario de transition, c'est vraiment un aspect qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que travailler aussi bien sur la cuisine avec les cuisiniers, enfin, faut contrôler toute la chaîne jusqu'au bout, quoi. Et je me permets juste, à l'heure, on a abordé la normande, qui est vraiment une race mixte. Là, on a vraiment l'exemple voilà, où on peut faire de la bonne viande et du bon lait, voilà, plutôt que d'exporter nos boutards limousin en Italie et d'acheter des vaches de réforme hollandaises ou allemandes, quoi. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est très, très éclairant, oui, de toute la chaîne. Sûrement aussi jouer avec les cantines et tout ça pour faire diffuser certaines pratiques culinaires vers les familles. Si j'ai bien compris, ça peut être un Mm. levier aussi. On avait avec Sylvie Robert, là, ici présente à Florac, là, travaillé
Il y avait eu un stage l'an dernier qui va être remis cette année en septembre là, avec des cuisiniers, puisque les lycées agricoles, ils ont à la fois les cuisiniers, la ferme, les consommateurs que sont les lycéens. Et moi, je pense qu'il faut remettre le métier de cuisinier au centre aussi de la table, quoi. Parce qu'on les a trop longtemps relégués à un travail presque de réchauffe des plats. Voilà, si on veut cuisiner du maïs, du Grand Roux basque, il nous faut des vrais cuisiniers. Et on peut faire des plats savoureux, beaucoup plus végétariens et beaucoup plus goûteux qu'une cuisse de poulet à 35 jours, quoi. Tout à Et fait. Philippe, Alors, juste Alain, c'est parce qu'il y a une question de ouais. Michel Renard, mais qui est directement liée à ce qu'on discute Ah, là. pardon, C'est que pardon. est-ce que dans la réflexion, là, dans les scénarios after, l'évolution vers de plus en plus de fast-food dans la consommation était prise en compte Bah, pas alors, on ne va pas jusque-là dans le scénario, hein. Vous n'allez rien trouver sur les modes de consommation, hein. On n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez vu dans le graphique, là, c'est que les consommateurs bio mangent plus végétal, mais vont moins en fast-food. Donc, l'idée, c'est de réduire à la fois les fast-food, les produits ultra transformés qui continuent de croître, même si en France, ils sont beaucoup moins élevés qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, ça veut dire, en fait, relancer la cuisine, quoi. Donc, c'est à la fois le fait maison, qui est valable aussi bien dans la restauration collective que chez soi. Tout va se jouer là. Donc, le pire, c'est la publicité que moi, j'avais pris en photo dans le métro parisien, où on voit un beau jeune homme qui mange végétarien, mais Uber Eats lui dit on vous livre n'importe où, à n'importe quelle heure, et le gars, il mange tout seul, quoi, dans son coin, quoi. Et ça, c'est le pire des scénarios qu'on peut imaginer, quoi. Donc, en fait, je pense que dans cette transition qui prend en compte toutes les ressources génétiques jusqu'à à la consommation, la cuisine va rester centrale. C'est-à-dire que pas la peine d'avoir des variétés paysannes de qualité si derrière on ne sait pas faire du bon pain et si le consommateur ne l'apprécie pas, quoi. Donc, c'est toute cette chaîne-là qui n'est pas morte en France, ni d'ailleurs en Italie, mais qui est bien entamée aux États-Unis ou en Angleterre, quoi. Donc, nous, on a la chance d'avoir encore ce gros atout que, comme dit toujours, les gens, les Français passent un temps fou à manger, à acheter à cuisiner et à aller acheter leur repas. Et quand ils font pas ça, ils discutent de bouffe, quoi. Mais bon, Ouais, d'ailleurs, on a dans le chat, hein, il y a Audrey Didier hein, qui nous a mis un lien vers des fiches recettes pour les lycées ateliers. Donc, c'est en plein dans la discussion. Alain, vous aviez une deuxième question et ensuite Servane. Oui, merci. Alors, la deuxième question, c'est sur le dernier point de votre conclusion 2, hein, imaginez des scénarios concernant le contrôle des ressources génétiques et la sélection. Donc, ma question, c'est qu'en fait, il y a un savoir-faire, il y a une force de frappe, je pense, dans la recherche publique qui serait ravie de se mobiliser sur ces dossiers, mais qui en ce moment se pose la question du financement. C'est quel mécanisme de financement on pourrait armer pour financer ces programmes, ou comment il faut réfléchir à ces choses-là pour donner un peu d'ampleur à ces programmes. bah, comme rien n'est impossible, c'est un vrai enjeu, mais je me pose la question, là, comme je suis devenu mardi dernier président de la Fondation Terre de Liens, dont un mouvement qui a 20 ans, finalement, quand on voit la réussite de ce mouvement qui mobilise 20 millions d'euros par an pour acheter des fermes, qui a déjà un capital de presque 200 millions d'euros, je me dis que rien n'est impossible. C'est-à-dire que là, on a une foncière, société en commandite, qui mobilise 20 millions d'euros d'épargne citoyenne. On a un bénévolat de dingue qui permet d'accompagner les cédants, les porteurs de projets. On a une fondation qui reçoit des dons et des legs. Donc, en fait, pourquoi on ne pourrait pas imaginer quelque chose pareil pour les ressources génétiques, pour produire les semences
en mobilisant la participation citoyenne, en créant des sites qui mobilisent aussi les collectivités locales. Enfin, je pense qu'il faut être assez imaginatif et penser l'impossible pour trouver des solutions où tout le monde, parce que je pense que l'enjeu pour moi est central sur la massification de l'agroécologie, quoi. Si on ne contrôle pas les ressources génétiques, on ne massifiera pas l'agroécologie. Ben, moi, je ne crois plus à ces cas de bigues-là qui ont passé leur temps depuis 27 ans à nous pondre que des OGM résistants aux herbicides à 85%, et pour 99%, on rajoute le BT, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que ça, et avec les NGT, ils ne vont faire que ça. Donc en fait, ce qui va se traduire par des semences de plus en plus coûteuses, une dépendance totale aux phytos, et puis une sorte d'apprenti sorcier, parce que introduire dans une plante un gène de résistance à un herbicide qu'on a généré, c'est quand même assez dingue. En termes d'agronomie, on se dit, mais dans quel monde on vit? Et il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une architecture qui permette mais solide, quoi, qui mobilise des millions d'euros, enfin, je veux dire, ou des centaines de millions d'euros pour accompagner cette transition. Et moi, je pense que voilà, il faut démarrer par un petit bout, parce que c'est vrai que le Grand Roubasque, c'est bien, mais enfin, c'est 25 hectares et 15 agriculteurs, quoi. Donc, dans la surface de maïs, vous avez compris où on doit en avoir plus de 2 ou 2,5 millions d'hectares, ou 3 millions d'ailleurs, ça pèse pas beaucoup, quoi. Donc, mais à la fois, là, il faut être innovant au niveau des structures juridiques. Mais moi, je pense qu'on peut imaginer quelque chose en démarrant pourquoi pas démarrer sur les filières des cultures mineures, puisque celles-là, elles ne sont pas trop sous l'emprise des grands, parce que ça ne rapporte pas, donc ils les ont laissées. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut démarrer, quoi. Sur le chanvre aussi, sur ces cultures-là où il y a les légumes secs. Ouais, non, bah, merci, non, c'est super. Non, mais juste un tout petit truc, je pense que dans le cas des espèces majeures, ça a tellement divergé entre un maïs production de masse à 5% en protéines qui va faire zéro semoule, et puis le grand roubasque, on est sur des situations presque pareilles. Non, non, mais tout à fait, il faut être imaginatif, comme vous le dites. Super, bah, merci beaucoup. Vu les échanges qu'on vient d'avoir, là, je passe la... Servane, je t'oublie pas, mais tu as une question plus générale. Mais le Vincent Béguier, ouais, peut-être tu veux réagir là par rapport au positionnement d'agri-obtention, à ce qui est des Oui, biodynamiques. je voudrais peut-être un petit peu remettre l'église au milieu du village quand même. Donc, Agri-Obtention, je suis directeur général de la filiale semences d'INRAE. Pour dire quand même qu'il y a encore énormément de travaux qui sont faits au sein de l'Institut, au sein de la filiale, qu'aujourd'hui, le blé tendre est encore couvert par INRAE. C'est-à-dire que si on utilise les variétés INRAE Agri-Obtention, on peut concurrencer les multinationales, que l'essentiel des légumineuses sont détenues en termes de génétique par l'Institut et sa filiale, qu'il y a énormément de choses qui sont faites encore aussi sur les espèces ligneuses fruitières, ligneuses à coque. Donc, penser qu'il n'existe rien, c'est un peu se tromper, je pense, de combat. Le sujet, c'est que l'INRAE puisse conserver ses moyens d'action. Il y a plusieurs millions d'euros qui sont mis sur la table, puisque si on prend tous les salaires publics qui sont dépensés pour continuer à travailler le sujet, il y a quand même beaucoup d'argent qui est encore mis sur la table. Et je me retourne vers Alain, même sur le maïs, il y a encore énormément de ressources génétiques, euh, variétés anciennes, mais aussi lignées élites qui sont détenues par INRAE. Le sujet, c'est pas tant ce travail de conservation des ressources génétiques que fait très bien l'INRAE aussi, et de création variétale, c'est comment ces semences arrivent chez les agriculteurs. Et là, il y a un vrai sujet de financement de la diffusion et d'acceptation à payer par l'agriculteur, mais aussi par les filières de valorisation, pour que ces semences améliorées, pour des sujets autres que des
système de production très, très dépendant d'intrants puisse être productif. Donc là, il y a un vrai sujet. Ça mobilise énormément de fonds, puisque pour produire des semences et les distribuer, ça nécessite une grosse trésorerie. Donc le sujet pour moi, il n'est pas sur les questions d'innovation et de création, mais véritablement comment on fait en sorte que ces semences arrivent chez l'agriculteur en grande quantité pour pouvoir passer à l'échelle. Merci Vincent Béguet, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Enfin, peut-être je me suis mal exprimé, mais quand j'ai dit que ça doit rester un bien public, pour moi l'INRA fait partie de cette sphère-là, quoi. Donc je pense que l'INRA a forcément un rôle central à jouer, parce que c'est évident que produire des semences, ça ne se fait pas comme ça au coin d'une table, quoi. Donc il faut imaginer, justement, avec l'INRAE et toutes les bases que vous avez aussi, de comment, si vous avez évalué que le problème était plus comment on diffusait ces semences, de travailler cette question-là, hein. C'est, Oui, et puis il y a un autre sujet aussi. Alors, tant que j'ai la parole, je la garde un petit peu. Euh, Dans votre étude, vous travaillez en substitution de surface par des surfaces. Il y a un gros angle mort, pour moi, c'est le développement notamment des cultures en association, qui devrait permettre de résoudre énormément de choses. Et là, c'est aussi une organisation de filière plus qu'un remplacement de surface par des surfaces. Donc là aussi, je pense que le sujet, il n'est pas de travailler en silo, mais de travailler sur toute la filière pour que, effectivement, ces approches se diffusent et permettent de couvrir les besoins alimentaires tels que vous les présentez dans votre scénario. alors là, par contre, les cultures associées, on les a bien traitées. Il y a, je ne sais plus combien, 3 millions d'hectares de cultures associées qui sont prévues dans le scénario, donc que ça soit notamment céréales, légumineuses, ou ce qui se fait traditionnellement aussi avec l'association Lentilles. Oui, mais Donc, c'est pas assez, gens... 3 millions. C'est pas Oui, non, assez, mais 3 c'est millions. peut-être plus, vous avez raison. Après, on a C'est vu pas le sujet. les problèmes de triage, mais qui peuvent être résolus, hein, avec les trieurs optiques, etc. Donc, peut-être faut plus de 3 millions, mais nous, la culture associée, on les a bien intégrés, par contre. Beaucoup plus que la question des semences que vous avez abordées, ou la question, c'est vraiment pas un sujet qu'on a traité aujourd'hui. C'est pour ça, je pense il est important que les gens qui travaillent sur la prospective, parce qu'à l'INRA, vous y travaillez aussi, bon, il y a eu un travail européen sur la sortie des pesticides, etc. Il faut en fait se réunir pour voir comment on met en œuvre concrètement ce scénario-là, quoi, qui passe notamment par des organisations, des créations de structures juridiques qui font que parce qu'il y a la technique, qui est une chose, et puis après, comme vous le dites, là, c'est pas qu'un problème technique, c'est un problème de filière, quoi. Oui. Ok. Servane, à toi, sur l'évolution des scénarios. Oui, merci Philippe pour votre présentation. Une question sur l'horizon en fait fixé à 2050, puisque en introduction, vous dites bien que vous avez maintenant 14 années de recul et je voulais savoir si vous aviez eu une réflexion au début, pendant et presque aujourd'hui sur cet horizon à 2050. Et pourquoi? Parce qu'en fait, derrière ça, pour moi, il y a une question un peu de l'évaluation propre des scénarios que vous proposez et de la définition d'état intermédiaire pour savoir si ces états seraient plus ou moins atteints, voire des changements peut-être plus ou moins probables, en fait, sur lesquels on pourrait un peu avoir une feuille de route. Mm. Euh, Alors, ouais. Bon, alors mon problème, quand même, c'est que moi, ça fait un an que j'ai pris ma retraite, donc je oui. ne vais pas me relancer. Parce que Ah, After, c'est un boulot de dingue, il y a toute une équipe. Donc moi, on fait une université tous les 2 ans, donc il y en a une à l'automne 2023 où j'ai même pas pu aller, parce que non d'ailleurs, si j'étais pas à Florac. Euh, donc, il faut voir vraiment avec mes collègues, mais on a un outil qui s'appelle Mosut qui permet qui aujourd'hui calcule tout année après année. Donc, on est capable de pondre des trajectoires.
on avait pris 2050 parce qu'en 2010, c'était vraiment les objectifs voilà, en termes notamment de réduction de gaz à effet de serre. On avait fixé l'objectif à 2050. En fait, ça n'est qu'une étape parce que faudra aller encore beaucoup plus loin. Donc, on a les éléments là, mais moi, je ne suis pas trop en mesure de vous répondre précisément. Il faudrait soit organiser, puisque j'ai compris, vous allez refaire des cafés, peut-être refaire un café avec mes collègues sur la question que vous posez, quoi, comment le scénario a évolué, qu'est-ce qui a, est-ce qu'on est dans quel domaine on est dans la bonne trajectoire, dans quel domaine on ne l'est pas. Euh, je pense que c'est tout à fait faisable et je pense que si vous allez voir les replays là, concernant l'université qui avait lieu à Météo France à l'automne, je pense que vous aurez des éléments de réponse. Mais comme ça, je sais qu'on est en version 3, qu'on n'a pas. La seule version papier qui existe, c'est la version 2, qui date de 2016. Donc ça fait quand même 8 ans. Mais le problème, c'est que faire un document papier, ça nous prend tellement d'énergie que pour l'instant, personne ne s'est remis encore au travail, quoi. Voilà. Merci. Merci Philippe. Alors une question plus méthodo donc de Bernard Roland sur la dépendance aux engrais. Bernard, si tu veux ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Euh, c'est que en fait les hauts rendements en système dit conventionnel intensif, ils sont liés aux engrais. Et sur ces engrais, là, je fais référence, il y a eu un article intéressant dans l'Ouest France il y a un mois environ. Il y a il y a 8 à 9 millions d'engrais qui sont consommés en France, la moitié produite en UE, dont la moitié en France. Bon, sachant que production UE, on peut se demander d'où vient le gaz. Et l'autre moitié vient d'importation hors UE, avec le premier pays fournisseur qui est la Russie. Donc, quand on nous dit qu'il faut aller faire la guerre en Ukraine, en fait, dans le même temps, on a une agriculture. Alors, le rendement moyen du blé tendre d'hiver, c'est 73 quintaux par là, par an, ou 72,5 sur 10 ans. Mais ça se trouve, on a 10 quintaux qui sont faits avec de l'engrais russe, quoi. Donc, on pourrait aussi, enfin, dans l'argumentaire, dire que enfin, pour produire plus, enfin, c'est ce que tu as dit, Philippe, les flux, là. Enfin, produire plus pour qui, pourquoi et avec quoi, quoi. Enfin, est-ce que. Enfin, parce que on pourrait. Enfin, il y a aussi en face la nécessité de produire en bio ou sans intrants chimiques en quantité, parce que la population est surtout dans les villes, donc faut pas perdre de vue l'objectif d'avoir des rendements les plus élevés possibles dans les meilleures conditions environnementales et sociales. Mais cette histoire d'engrais russe, ça pourrait être quand même un bon argument en disant là, c'est vraiment, enfin, il y aurait une cohérence, quoi, de dire on peut baisser les rendements, on baisse les gaz à effet de serre aussi liés à l'engrais azoté, et on a une agriculture plus autonome. Bon, ça, c'est vraiment un point qu'on a traité, hein. Si tu vas voir la publication de 2016, là, on a les bilans d'azote. Donc, en 2050, on n'est pas sorti totalement de l'azote chimique, mais on l'a largement réduit, notamment grâce au déploiement des légumineuses. Euh, Notre problème à nous, au départ, parce que le problème russe, il n'existait pas au début du scénario, c'était plus l'énergie fossile, quoi. La dépendance de l'agriculture à l'énergie fossile. L'agriculture aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole, la moitié en énergie directe et la moitié en énergie indirecte. Et il nous reste 26 ans pour en sortir, quoi. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel, notamment Solagro travaille, hein, de sortir l'agriculture des énergies fossiles. Et pour un quart, c'est l'azote. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que, comme l'azote est quand même largement responsable du rendement des céréales, euh, les deux leviers, c'est à la fois optimiser tout ce qu'on peut de l'azote symbiotique, parce qu'au final, il n'y a que l'azote symbiotique, puisque l'azote organique, ça n'est qu'un recyclage de cet azote symbiotique, quoi. Donc, forcément, recycler au mieux, perdre le moins possible, fixer le maximum. Et là, on revient sur
ce qu'avait dit Vincent Béguet sur les cultures associées, sur les couverts, où là, on peut aussi introduire des légumineuses. Il y a aussi le problème des phosphates, hein, qui viennent essentiellement du Maroc, qui sont aussi des gisements fossiles et non renouvelables, avec le problème du cadmium, enfin, tout un tas de problèmes liés. Donc voilà, ça, c'est des enjeux qui sont pour moi aussi centraux. Et c'est pour ça que je dis que finalement, si on se place dans une sortie du pétrole, l'agriculture biologique est largement en avance. Alors, pas sur la mécanisation, hein, qui fait beaucoup de débats en ce moment, quand on parle de sortir des tracteurs au gasoil. Mais en tout cas, sur les engrais, ils ont une longueur d'avance, puisqu'ils fonctionnent comme cela, quoi. Et voilà. Donc oui, c'est un... Après, tu as bien fait de pointer l'engrais azoté qui vient de Russie et le gaz qui vient de Russie, mais nos avions à Airbus à Toulouse, tout le titane vient de Russie aussi, hein. Donc en fait, au-dessus de nous, il y en a qui se foutent un peu des guerres et des débats politiques et qui sont déjà mondialisés et continuent à faire leur business, quoi. Mm. Je vois plus de questions dans le chat, mais du coup, moi, je me permets d'en ajouter une, parce qu'on a parlé de comment sensibiliser le consommateur sur l'évolution des régimes, enfin le consommateur ou l'ensemble du système. Et bon, je retourne un petit peu la question, et comment est-ce qu'on peut, enfin si quelqu'un veut répondre, Philippe ou d'autres, hein, d'ailleurs, parce qu'on est pas mal autour de la table, sur la sensibilisation à l'importance du levier génétique en AB. Est-ce que c'est si clair que ça, ou est-ce que ça doit rester au niveau d'un petit pool de sélectionneurs des pouvoirs publics? Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir des réactions sur ce sujet-là, sur comment sensibiliser du producteur au consommateur à l'importance du levier génétique. Mm. Alors, je veux bien, puis vous pourrez compléter. Je pense dans le contexte actuel où la bio a quand même pris un sacré pet, et j'ai vu des études d'opinion là, où en fait, c'est quand même incroyable, les gens perçoivent mieux le sans pesticides que le bio. C'est quand même dingue, puisque le bio est bien sans pesticides, euh, qui font beaucoup plus attention aux circuits courts. Donc voilà, ça c'est et au bien-être animal. Donc en fait, le levier ressources génétiques, je ne sais pas trop si en ce moment c'est la bonne carte à jouer. Euh, donc je, je pense que ce qui nous a manqué depuis les années 2000, on a un plan national de nutrition santé. On a la chance d'avoir ça en France. Il a quand même bon, même si on est loin de l'atteindre, il a quand même certainement quand même un impact positif, mais il n'a aucun moyen. Et on a un ministre de la Santé qui jamais ne parle du PNNS, euh, où il y a quand même des phrases comme privilégier les produits végétaux non contaminés par les pesticides. Vous l'avez déjà vu à la télé ou dans des affiches, ça? Jamais. Et pourtant, il est inscrit, donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas l'afficher. Donc, tant que le ministère de la Santé, parce que la feuille de route du PNNS, elle est à peu près la feuille de route d'After. Donc, tant que cette feuille de route gouvernementale n'est pas utilisée massivement, comment dire, diffusée massivement dans l'opinion publique, ça va être compliqué, quoi, parce qu'avec nos faibles moyens, que ce soit ceux de l'agence bio ou l'INRA, ou, je veux dire, face aux réseaux sociaux et à la force de frappe des publicitaires comme celle récemment des coopératives de légumes de Bretagne avec leur pub sans pesticides, marqué 7 fois dans l'affiche pour la tomate, avec un petit 1, je me permets de le faire parce que celle-là, elle m'a brouté quand même, petit 1 en bas de page, sans pesticides, de la fleur à l'assiette. Voilà. Alors, avant la fleur, on ne sait pas. Euh, j'ai eu la directrice générale, je lui ai dit, répondez-moi, elle ne m'a pas répondu. Voilà, donc comment faire confiance à ces... Mais ils ont bien vu, puisque apparemment, les consommateurs sont plus sensibles aux mots sans pesticides que bio. C'est quand même incroyable. Donc en fait, ils ont réussi à dézinguer tous les atouts qu'avait le bio dans l'opinion publique. Ils ont réussi à le dézinguer. Donc moi, je pense que l'alimentation, c'est un vrai enjeu parce que ça intéresse tout le monde. Il n'y a qu'à voir les top chefs à la télé ou je ne sais pas quoi. Donc il faut réfléchir aux meilleurs moyens là-dedans de naviguer. Après, est-ce que les ressources génétiques sont le bon cheval? Je ne suis pas sûr, mais ça n'empêche pas de le faire quand même, quoi.
Est-ce que quelqu'un, ce jour-là, on va arrêter dans quelques minutes là, les échanges. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou on a aussi dans le chat là, des échanges intéressants sur les mécanismes de financement. Encore faut-il y arriver. Bah, moi, en tout cas, Ah, je voulais Alain. vous, je voulais Ouais, vous, vas-y moi, je voulais Philippe. juste vous remercier parce que finalement, ça arrive un peu tard pour moi puisque je suis à la retraite. Mais je pense qu'il y a là des gens très motivés de votre côté. Il y en a de l'autre côté, dans les associations, dans les coopératives, tout ça, très motivés aussi. Et je pense qu'il faut vraiment pousser plus loin le bouchon, être beaucoup plus imaginatif pour construire un scénario qui soit réalisable, quoi. On voit bien que dans la restauration collective aujourd'hui, c'est en train de s'accélérer et finalement de se mettre en œuvre avec la volonté des élus. Donc pourquoi on n'arriverait pas à faire quelque chose sur les ressources génétiques en utilisant le pilier de Kélinra et toutes ses ressources en chercheurs, en conservatoires, etc., plus tout un tas d'organisations paysannes et puis les consommateurs, des distributeurs, des structures comme Biocop qui pourraient aussi accompagner le dispositif, quoi. Alors moi, comme je suis plus là, la personne à Solagro, c'est Caroline Gibert, une docteure qui suit ces questions-là et moi, je vais faire en sorte qu'un pont s'établisse avec votre programme pour que voilà, ça puisse avancer dans ce sens-là, quoi. Alors on avait Alain Charcosset là. Le micro. Je trouve que c'est des discussions vraiment hyper importantes et motivantes. Sur les ressources génétiques, moi, mon impression, c'est qu'il reste énormément à faire et qu'on peut s'appuyer sur les ressources génétiques pour réouvrir un peu les possibles en agriculture, en alimentation, etc., à condition de le faire en interdisciplinarité. Moi, mon impression, c'est qu'il y a eu des systèmes agricoles qui se sont mis en place et ensuite qu'on persévérait dans les premières choses enfin, comment dire, premier couplage technique agricole, variétés qui se sont mis en place, et puis on a sélectionné les variétés pour les pratiques agricoles qui avaient émergé. On a fait évoluer les pratiques agricoles à variétés plus ou moins constantes, et on a laissé de côté des segments entiers de la diversité génétique des espèces qu'on peut aujourd'hui remobiliser. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur et puis des travaux passionnants à faire dans ces domaines-là, en interdisciplinarité, quoi. En tout cas, merci de nous pousser vers ça. C'est vraiment super, quoi. Merci Alain, ça faisait une bonne conclusion du coup, parce que je trouvais voilà, on arrive au temps imparti. Merci aussi pour tous les commentaires là dans le chat, hein, au-delà des échanges de recettes, enfin, il y a des commentaires pertinents. Voilà, une question aussi de Michel Renard, hein, sur le département BAP. Là, peut-être je laisse quelqu'un répondre directement dans le chat. Et puis sinon, Dominique, je te